Sauf qu'au-delà de la joie et de la victoire, il y a eu ça. Cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes, et à tous les peuples musulmans. Il y a rien qui t'interpelle dans sa déclaration? Il a dédié cette victoire à tous les pays arabes et musulmans du monde, mais pas aux pays africains. Et c'est ça qui a déchaîné les foules. Sur Twitter, énormément de personnes noires se sont plaints en disant qu'il n'était pas solidaire, qu'il représentait pas l'Afrique. D'autres ont même été plus loin à la base de «Ah, vous voyez qu'ils nous aiment pas? Pourquoi vous les soutenez? Ils sont tous racistes». En réponse à ça, des Maghrébins ont eu des réactions négrophobes, et bref, le cercle vicieux a repris. Parce qu'on doit être honnête, c'est pas toujours l'amour fou entre les Maghrébins et les subsahariens. Mais oui, c'est clair. On peut alors se poser la question après la déclaration de Bouffal et toutes les réactions que ça a créées. Est-ce que le Maghreb rejette l'Afrique? Et par extension, est-ce que le Maghreb est raciste? Spoiler alerte, tous les Maghrébins ne sont pas racistes, au même titre que toutes les ethnies. L'idée ici, c'est de rechercher les racines du mal, et pas de faire le procès d'un peuple. L'entraîneur du Maroc a d'ailleurs dit qu'il le faisait aussi pour l'Afrique, et Bouffal a même présenté ses excuses. Alors maintenant qu'on est tous bien d'accord... Eh bien non, on n'est pas tous d'accord, puisque dès le départ, on voit bien que la personne qui a réalisé cette vidéo est malhonnête, et prend parti tout simplement pour les siens, donc les noirs comme lui. Il prétend que d'un côté, il y aurait eu des subsahariens qui se seraient plaints du manque de solidarité des Nord-Africains, et que d'un autre côté, il y aurait eu des Nord-Africains négrophobes. Donc maintenant, quand on n'est pas d'accord avec des subsahariens, on devient négrophobe. C'est nouveau ça. En réalité, ce qu'il s'est passé, c'est que comme d'habitude, il y a eu des subsahariens africanophobes. Oui, j'ai bien dit africanophobes, puisque l'origine du Nord-Afrique vient de chez nous, de l'Afrique blanche et amazigh, qui attendaient le moindre prétexte pour nous critiquer et déverser leur venin. Ils sont racistes, ils nous aiment pas, blablabla, blablabla. Et d'un autre côté, ce que j'ai pu voir dans les réseaux sociaux, c'est des réactions de la part de franco-marocains, de belgo-marocains, ou d'autres personnes de l'Afrique blanche et amazigh, qui ont dit, mais à quel moment on vous doit quelque chose? Laissez Sofiane Bouffal tranquille, puisque Walid Regragui, l'entraîneur de l'équipe du Maroc, a dit qu'il dédiait la victoire pour le continent dit africain. Donc il est où le problème? Et c'est ça que Easy News de la chaîne Tarmac ose appeler de la négrophobie pour pouvoir nous diaboliser, une fois n'est pas coutume. Et de là, il se lance dans sa propagande, son chantage à l'antiracisme. Cette technique est utilisée par des subsahariens africanophobes qui n'aiment pas les habitants de l'Afrique blanche et amazigh et qui visent à nous diaboliser constamment, comme je viens de l'expliquer. En gros, je vais résumer la stratégie de l'auteur de cette vidéo. Le Maroc a fait un parcours exceptionnel lors de cette Coupe du Monde. Fait chier, c'était pas un pays noir. Comment je vais pouvoir les diaboliser? Puis en parlant de négrophobie, comme d'hab. Alors maintenant qu'on est tous bien d'accord, on va parler d'un tabou. Un tabou qui est à l'origine de la négrophobie au Maghreb, et du coup le fait que certains Maghrébins ne se sentent pas africains. On doit absolument parler de la traite arabo-musulmane. Je vais pas te faire un cours d'histoire, mais ça désigne le commerce d'esclaves dans le monde arabo-musulman qui a duré du 7e au 20e siècle. Le problème, selon l'économiste et auteur Tidjane Ndiaye, c'est qu'il y a eu un silence de la part des intellectuels à cette époque. Aucun n'a dénoncé ce qui se passait, ou bien même questionné, et bien au contraire même. L'historien arabe Ibn Khaldoun disait au 13e siècle, il est vrai que la plupart des s'habituent facilement à la servitude. Mais cette disposition résulte, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, d'une infériorité d'organisation qui les rapproche des animaux bronzes. Ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, ces noirs là, hein? Super ambiance. Et comme pour les occidentaux, c'est ce genre d'idéologie raciste qui ont participé à la discrimination que vivent les personnes noires au Maghreb. Et pas seulement les migrants d'Afrique subsaharienne, mais également les noirs maghrébins. Bah oui, parce que ça, c'est un maghrébin, mais c'est aussi, c'est un maghrébin. Si l'auteur de cette vidéo voulait vraiment briser un tabou, il fallait qu'il parle de ça. C'est pas comme s'il n'avait pas cité l'anthropologue sénégalais Tidjane Ndiaye. Je ne vais pas tout vous lire, mais lui, il a vraiment évoqué un tabou et il l'a même brisé. Et il le dit dans cette interview, beaucoup de subsahariens n'osent pas évoquer ce triste passé. Par contre, comme on l'a vu avec l'auteur de cette vidéo, quand il s'agit de remettre tout sur les autres, c'est-à-dire les Africains de l'Afrique blanche et amazigh, ou les Arabes, ou les Européens, eh bien là, apparemment, c'est facile pour la plupart des subsahariens. Et c'est dommage. Alors, au lieu de nous citer toujours les mêmes choses, comme la célèbre citation de Ibn Khaldoun, l'auteur de cette vidéo de la chaîne Tarmac ferait mieux de nous parler de ses propos. Je ne sais pas si je dois le préciser, mais je vais le faire quand même. Vous savez, nous, les Africains blancs et imazirènes, on ne se couche pas le soir en récitant les écrits d'Ibn Khaldoun sur les Noirs. On ne nous inculque pas les écrits de cet auteur sur les Noirs dès l'enfance. Il faut arrêter de délirer. Parce que, à en voir les propos tenus par Easy News de la chaîne Tarmac, on pourrait croire cela. Donc je préfère le préciser. Ibn Khaldoun a par ailleurs eu des propos très durs sur les Arabes. Mais ça ne fait pas de nous
des arabophobes. Quant à la question des minorités de Noirs, Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, etc., que nous avons dans nos pays, elles ne vous concernent en rien. Ce sont des minorités de métis amazigho-subsahariens qu'on appelle Haratin, en tout cas au Maroc, et qui ont parfaitement le droit de s'exprimer au même titre que tous les Marocains. Ils ne vous ont pas attendu pour le faire d'ailleurs. Donc je vois pas où est le problème. Mais apparemment, vous cherchez à les liguer contre nous. Et le tabou dont je te parlais, qui fait que la situation n'avance pas, c'est qu'il y a un manque d'explication de l'histoire. Non seulement de l'esclavage des Arabes sur les Amazirs, les Berbères d'Afrique du Nord, qui étaient les premiers à vivre au Maghreb, mais aussi des Noirs, ce qui a inculqué une négrophobie dans les civilisations arabes au Maghreb. Et cet héritage fait qu'on peut encore voir de l'esclavage de nos jours en Mauritanie, ou même encore en Libye. On se rappelle tous des images choquantes que CNN avait dévoilées en 2017. 900, 1000... Dans ces enchères, c'est un homme qui est vendu. Tout d'abord, merci d'avoir rappelé que les premiers habitants du Maghreb, entre guillemets, mais je préfère dire de l'Afrique blanche et amazigh, sont les Imazirènes, et non pas les Berbères. C'est irrespectueux, on n'est pas des barbares. Petite parenthèse, je suis contre l'utilisation de ce drapeau dit berbère, entre guillemets, qui est de couleur bleu, vert et jaune. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui est disponible dans ma chaîne YouTube. Par contre, il faut faire attention, car quand on dit que les premiers habitants de l'Afrique blanche et amazigh sont les Imazirènes, on pourrait croire que d'autres populations, les Arabes entre autres, sont venus s'ajouter aux nôtres. Or, ce n'est pas le cas puisqu'il y a eu la révolte des Imazirènes du Maroc dès les premiers temps de l'arrivée des Arabes et de l'islam dans cette région du monde, et ils ont été chassés par nos ancêtres. Je ne vais pas développer plus que ça, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour réagir aux propos d'Alexandre Douguin au sujet du Maroc. Je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo toutes celles que j'ai réalisées et dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Mais revenons sur l'auteur de cette vidéo, car je trouve qu'il a tout mélangé. On ne peut pas parler dans un même laps de temps de l'esclavage pratiqué sur les Imazirènes, sur nos ancêtres, par les Arabes, et en même temps de l'esclavage pratiqué par les Imazirènes et les Arabes, ou les Européens même, sur les populations noires. On peut dire qu'il n'a pas fait preuve de négro-centrisme, puisqu'il a rappelé qui sont les autochtones de l'Afrique blanche et amazigh, mais il a fait des raccourcis qu'il ne fallait pas faire. Et oui, il fallait s'y attendre, il nous a ressorti les classiques, l'esclavage pratiqué en Mauritanie ou en Libye. Et au sujet de ce qu'il s'est passé en Libye, j'en avais déjà parlé pour répondre à une certaine Crazy Sally. Regardez. L'exemple qui prouve le plus sa malhonnêteté et surtout sa volonté de diaboliser les États d'Afrique du Nord, c'est quand elle fait une comparaison entre ce qui s'est passé en Libye, avec l'esclavage il y a quelques années, et ce qui s'est passé dernièrement au Maroc, avec donc le drame Amédila. Et puisqu'elle veut en parler, parlons-en, pas de souci. Donc comme dans tous les problèmes, il faut parler des causes avant de parler des conséquences. Et les causes, eh ben, je vous les présente au travers de cette capture d'écran que j'ai réalisée dans le site de l'OFPRA. Donc l'OFPRA, c'est l'Office public de France des réfugiés et des apatrides. Donc là, on voit donc un des principaux condamnés après ce qui s'est passé en Libye. Donc c'est un certain Hermias Germi. Donc c'est un Éthiopien détenteur de la nationalité érythréenne. D'accord? Comme la plupart des personnes qui ont été condamnées. Et ils étaient en relation avec des passeurs dans les pays subsahariens. Voilà. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi t'en as pas parlé, mec? L'auteur de cette vidéo pouvait aussi nous parler de cet article du Medianofi, par exemple. L'Afrique est maintenant l'épicentre de l'esclavage moderne. C'était en 2018. Le continent africain enregistre malheureusement le taux le plus élevé d'esclavage moderne au monde. L'esclavage serait-il une histoire sans fin? Selon l'indice mondial de l'esclavage de 2018, ce sont près de 9,2 millions de subsahariens qui vivent en situation de servitude à l'heure où nous écrivons ces lignes. Mais non, la plupart des subsahariens comme lui préfèrent parler de ce qui se passe dans les pays de l'Afrique blanche et amazigh. Alors que nous, on ne s'occupe pas de ce qu'il se passe chez vous. Et pourtant, il y a des choses à dire, comme on vient de le voir. Et ça se matérialise aussi avec la représentation quasi inexistante des personnes noires dans les sphères politiques, médiatiques, dû au fait qu'une classe moyenne noire n'a jamais réussi à se construire à cause de la discrimination. Et même d'un point de vue légal, le premier pays maghrébin à avoir créé une loi contre le racisme, c'est la Tunisie, et c'est en 2018. L'Algérie a suivi en 2020, et sinon pas encore de nouvelles du côté du Maroc, même si ça en discute. Ce qui empêche le travail de mémoire. Mais là, il délire complètement en fait, puisqu'il n'y a aucune loi au Maroc ou dans les autres pays de la région qui empêche les habitants noirs de ces pays de faire de la politique ou de faire de l'argent. C'est n'importe quoi là. Il y a des célébrités qui sont des Marocains noirs ou des Algériens noirs,
des Tunisiens noirs, etc. Il y a aussi des hommes politiques qui sont de couleur noire. Je pense à l'ancien Wali, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de la ville d'Alger, qui s'appelle Zour. J'ai pensé à lui, bien que je ne suis pas algérien, tout simplement parce qu'il me faisait marrer à l'époque. Donc je vais le dire comme je le pense, au lieu de vouloir constamment donner des leçons aux Africains de l'Afrique blanche et amazigh, occupez-vous de l'esclavage moderne qui existe dans vos pays d'origine. Le Congo, le Nigeria, la Guinée, etc., etc. Même le Sénégal, et j'en passe. Et concernant l'appel que fait l'auteur de cette vidéo au sujet d'une loi qui viserait spécifiquement le racisme qui touche les Noirs au Maroc, comme c'est le cas en Tunisie et en Algérie d'après lui, c'est pas les infos que j'ai eues, mais bref, en tout cas, en ce qui concerne le Maroc, je suis contre, absolument contre, et je vais vous dire pourquoi. Je rappelle, dans un premier temps, que nous demander de faire comme la Tunisie, tout simplement parce qu'on serait de ce Maghreb entre guillemets, c'est nous stigmatiser et nous mélanger en fait. On est proches, certes, mais on a des pays différents, des histoires différentes. Et oui. Et même si je ne suis pas tunisien, je vais tout de même me permettre de donner mon avis. Quand un pays comme la Tunisie fait une loi spécifique pour le racisme anti-noir, alors que sa propre constitution nie l'amazirité du peuple tunisien, c'est juste scandaleux. Après, ça ne me regarde pas plus que ça. Mais en ce qui concerne le Maroc, on n'en est pas au même niveau que la Tunisie sur l'amazirité, mais il y a aussi de la mazirophobie, même si la mazirité est reconnue dans la constitution marocaine, bien sûr. Et heureusement, après une lutte acharnée. En tout cas, je persiste et signe, je suis contre une loi qui toucherait spécifiquement au racisme envers les Noirs. Il y a déjà des lois au Maroc qui sont contre le racisme, qui condamnent le racisme, etc. Et nous demander ça, c'est un petit peu nous demander de faire preuve de repentance, c'est comme ça qu'on dit, je pense, à l'égard de ce passé esclavagiste. Alors que de l'esclavage, il y en a eu chez tout le monde. Hein? Les Européens ont été esclaves aussi chez nous. Et vice-versa. Il y a eu des Africains de l'Afrique blanche et amazigh esclaves en Europe. D'accord? Donc, tout le monde a pratiqué cela. Je ne vois pas pourquoi on devrait donc s'excuser, limite se mettre à quatre pattes pour satisfaire vos égos. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas qui est derrière cette chaîne YouTube Tarmac, ni même qui la finance. En revanche, j'ai l'intime conviction que les personnes comme lui qui utilisent ce discours visant à nous diaboliser et à inciter les minorités amazigho noires de nos pays, comme au Maroc, à s'allier avec les subsahariens, en quelque sorte, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous poussent en fait à accepter quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Et vu qu'on parlait de la Tunisie, je vais laisser Mabrouk Korchid, si j'écorche pas son nom, vous traduire mes pensées. وانا نقول لابد من اعاده المقاربه الامنيه في التعامل مع الهجره. الهجره راهي مش خطر على اوروبا، نتعاملوا معها ثقافه غالطه، راهي خطر علينا احنا، راهي خطر على التوانسه، راهي خطر على ابنائنا في المستقبل، راهي خطر على العماله التونسيه، راهم نضطروا نجيبوا الافارقه مع احترامي وتقديري لهم انهم يدخلوا في تونس ويستقروا ويتزوجوا في تونس وباش نغيروا مورفولوجيا الشعب التونسي. Franchement, on ne peut que applaudir ce politicien tunisien. Il a plus de courage que la plupart des dirigeants de la région, que ce soit au Maroc, en Algérie, etc. Ce qu'il dénonce pour la Tunisie, moi je le dénonce depuis pas mal de temps dans mes réseaux sociaux, et y compris dans ma chaîne YouTube, au sujet du Maroc. Il y a une volonté des élites européennes et des élites marocaines de nous pousser à accepter le métissage avec les subsahariens spécifiquement. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Il y a, par exemple, cette personne dans Twitter qui a tweeté la chose suivante. Au Maroc, l'UE et les puissances occidentales se mobilisent pour faire accepter une immigration subsaharienne massive. Et on voit bien l'affiche de cette exposition qui prône le vivre ensemble avec le logo de l'Union européenne et aussi donc la Coopération Española, donc ça doit être une association espagnole.
En tout cas, il y a diverses associations des pays européens qui font ce travail avec l'Union européenne et bien sûr avec nos dirigeants. Il y a même des médias marocains comme 2MTV qui font de la propagande au métissage en voulant faire des Marocains des fournisseurs de femmes. C'est toujours une propagande avec un homme subsaharien marié à une Marocaine. J'en avais parlé dans cette vidéo, dans ma chaîne YouTube, où j'avais comparé ça à la chaîne ivoirienne RTI, où on voyait une présentatrice ivoirienne prôner son suprémacisme en s'accaparant l'histoire de nos ancêtres morts. M-A-U-R-E-S. Et ce n'est pas les exemples qui manquent. On a, par exemple, cette affiche, toujours avec le logo de l'Union européenne. Et pour vous donner un dernier exemple, on a aussi cet article d'un média marocain que les arabophones pourront lire, où ils incitent les Marocaines à épouser des subsahariens. Donc ils font de nous, en tout cas ils tentent de faire de nous, des fournisseurs de femmes. Et comme par hasard, tout cela arrive pratiquement en même temps que la loi de 2007 au Maroc qui accorde la nationalité marocaine aux enfants nés de pères étrangers. Et il faut souligner que la Ligue arabe encourage cela. D'accord? Comme vous pouvez le constater dans cette capture d'écran. On est donc en droit de se demander, quand on connaît la haine des panarabistes envers l'Afrique blanche et amazigh, s'il n'y a pas une volonté d'utiliser les subsahariens pour nous remplacer ou en tout cas nous métisser. Je rappelle les propos du roi du Maroc qui disait clairement que notre royaume était visé de par son amazérité, entre autres. Le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles. Bon, pour moi, c'est bien plus. Mais bref, outre une histoire amazigh au long cours, et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, président à la destinée du pays, et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. La suite, je ne vais pas la lire, puisque c'est pas ça qui nous intéresse ici. Mais d'un autre côté, ce même monarque nous dit la chose suivante. Je le cite, le 21e siècle sera celui des grands brassages. Ce constat de bon sens nous interdit de donner toute tournure idéologique, passionnelle, voire xénophobe au discours sur la migration. Vous vous en doutez bien, je ne suis pas d'accord avec les propos du roi du Maroc quand il évoquait ce 21e siècle qui sera, d'après lui, celui des grands brassages. Et c'est mon droit. Ça ne veut pas dire que je cherche à donc le destituer. J'en ai ni la volonté ni le pouvoir. Il n'a rien à craindre à ce niveau-là, je pense. Mais c'est mon droit de dire que je ne suis pas d'accord. Et je suis même en droit de dire que cela met en danger la symbiose entre le trône et le peuple dont il parlait dans l'autre citation que j'ai évoquée. C'est mon droit. Et croyez-moi, il y a un paquet de Marocains qui en pensent pas moins, même si ils n'oseront pas le dire pour la plupart. Mais bon, les choses évoluent quand même un peu avec le temps. Pour prendre l'exemple du Maroc, ils sont nouveaux dans l'Union africaine depuis 2017. Ils investissent en Afrique, c'est d'ailleurs le plus gros investisseur intra-africain. Et le roi Mohamed VI a même proposé plusieurs bourses pour des étudiants des autres pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais en même temps, la négrophobie est toujours présente. Et à l'ère des smartphones, où les images circulent en masse, c'est difficile de nier les discriminations vécues. Et en Europe, il suffit de regarder les réseaux sociaux une fois qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations pour voir du racisme des deux côtés. Ce que je viens de vous partager, c'est un résumé d'une histoire qui dure depuis des siècles et qui est importante et intéressante à étudier. Alors prenez le temps d'apprendre l'histoire. Sinon, j'ai une question pour mes frères et sœurs originaires du Maghreb. Est-ce que vous vous considérez comme africain? Putain, réponds-moi! Est-ce que t'es... Sinon, expliquez-moi pourquoi. Et pour tous les autres, je vous invite à me dire ce que vous pensez de la situation dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas que qui veut du miel doit supporter les piqûres d'abeilles. Alors. Effectivement, les choses évoluent, mais pas toujours dans le bon sens. Enfin, ça dépend pour qui. Et au passage, il y a un point que je souhaitais corriger dans cette vidéo, c'est le fait que le Maroc a réintégré l'Union africaine ces dernières années. Il était l'un des pays fondateurs de cette union lors du règne de Mohamed V. Et malgré le fait que le Maroc soit de retour dans cette union et qu'il soit un poids lourd des investisseurs sur le continent, l'Union africaine maintient toujours en son sein le Polisario, la République démocratique sahraoui, je ne sais plus trop quoi, bref, la RASD, donc des panarabistes qui veulent diviser le Maroc en deux. Comme quoi, vu que la personne parlait de négrophobie, dans le continent, il y a aussi l'amazérophobie, ce que j'appelle l'africanophobie, vu l'origine du nom Afrique.
Donc pour répondre à la question qu'il a posée, bien sûr que je me sens africain. L'origine du nom Afrique vient de nos ancêtres imazirènes, donc des Nord-Africains actuels. Les subsahariens n'étaient pas africains. Ce sont les Européens qui ont nommé tout le continent ainsi, alors qu'à la base, c'était que l'Afrique du Nord actuelle. Et n'oublions pas, vu qu'il parlait du fait que l'on soit à l'ère des smartphones, qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent au Maroc, et même d'articles de presse, comme vous pouvez le constater, où il y a des subsahariens qui ont commis des crimes, que ce soit des viols, des meurtres, des vols, etc. Donc, comme il le disait pour le racisme, c'est dans les deux sens. La violence aussi. Et le reste aussi. Voilà un autre exemple. Il y a une chasse à l'homme suite au viol d'une Marocaine d'un certain âge, en plus par un immigré clandestin, donc subsaharien, à Afnidek, dans le nord du Maroc. C'était en 2014. On a des exemples plus récents. Ce qui s'est passé aussi dans la ville de Salé en 2016, avec un subsaharien qui avait tenté de violer une mineure, etc., etc. La liste est malheureusement longue. Et force est de constater que cette africanophobie, cette amazirophobie, n'est pas autant mise en avant par les médias français, européens, globalement, que la négrophobie. C'est bizarre quand même, hein. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important. Il faut que la parole soit donnée aux concernés, c'est-à-dire aux Marocains, quand on parle du Maroc. Donc, moi, je suis franco-marocain, mais je suis marocain aussi. Donc, j'ai le droit de m'exprimer. Et vous devez, vous qui êtes marocain tout comme moi, me donner ce soutien, cette force, pour que nos ennemis, en tout cas sur le plan idéologique, bien sûr, ne soient pas les seuls à parler. N'oubliez pas que ce dont il est question dans cette vidéo, c'est de l'avenir de notre royaume, de notre identité. Nous sommes des morts, comme nos ancêtres, M-A-U-R-E-S, donc des Imazirènes du Maroc, qu'on soit amazirophone, arabophone, darijaphone, ou anglophone, ou francophone, ou ce que vous voulez. D'accord? Après, si vous voulez que le royaume du Maroc se transforme en un Brésil bis, si vous me permettez l'expression, avec des favelas et des armes à feu, pourquoi pas? Libre à vous. En tout cas, moi, c'est pas le cas. Et je dis pas ça parce que ce sont des subsahariens dont il est question. Ce seraient des Asiatiques ou n'importe qui. C'est pareil. Je tiens à mon identité. Ce n'est pas un crime. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Là, il s'agit de subsahariens. Pourquoi? Parce qu'il y a une démographie excessive, explosive dans les pays subsahariens. Ils sont 1 milliard. Actuellement, ils seront 2 milliards et quelques en 2050. Mais nous, les Marocains, nous n'y sommes pour rien. Ce n'est pas notre problème. Voilà, merci à vous. À bientôt, Inch'Allah.